Vous savez, quand on dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, c'est absolument faux. En fait, c'est complètement con même. On utilise bien 100% de notre cerveau. En revanche, on n'utilise pas 100% de notre cerveau tout le temps. Ceci étant, notre cerveau est quand même capable de faire des choses très impressionnantes et en continu sans même qu'on prenne le temps d'y penser. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une liste de 10 choses impressionnantes que notre cerveau peut faire sans qu'on y pense. Je précise immédiatement qu'il ne s'agit absolument pas d'un top 10. Il n'y a pas d'ordre particulier et c'est bien sûr une liste non exhaustive. C'est juste 10 choses dont je voulais parler sur ce que le cerveau est capable de faire en essayant d'expliquer un petit peu justement comment il procède. Numéro 1, les automatismes. Alors d'abord, avant de parler d'automatisme, il faut bien comprendre comment fonctionne la mémoire. Alors, la mémoire fonctionne de 3 façons différentes. Il y a ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. C'est la mémoire immédiate. Celle qui est responsable de notre sentiment de continuité du présent. Celle qui fait que quand je dis un mot, au moment où je termine le mot, vous vous rappelez encore du début du mot. Cette mémoire est évidemment directement liée au sens et à la perception qu'on a du monde extérieur. Ensuite, il y a la mémoire de travail, c'est celle qu'on appelle la mémoire à court terme, celle qui nous permet par exemple de tenir une conversation, celle qui nous permet de stocker des informations directement dans le cerveau et immédiatement accessibles. On a tendance à dire qu'on peut justement activer et stocker cette information directement dans le cerveau de façon immédiatement accessible. C'est pas tout à fait exact. En fait, on n'est pas tous égaux face à la mémoire et donc c'est 7 plus ou moins 2. Mais en réalité, on peut stocker beaucoup plus d'informations si on les regroupe. Auquel cas, les regroupements, on peut en enregistrer 4, 5, ça dépend des personnes. Cette mémoire fonctionne donc grâce à 3 composants qui sont la boucle phonologique, le calepin visuo-spatial et l'administrateur central. La boucle phonologique est une zone de la mémoire qui permet de stocker des informations verbales, donc des mots. D'ailleurs, c'est... Ah bah non, il n'est pas là. On va faire une petite expérience justement. Je vais vous donner 3 nombres que je vais vous demander de retenir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on a 1137, 54 et 208. Je vous laisse quelques secondes. Et maintenant, s'il vous plaît, répétez les nombres que vous deviez retenir. Si vous avez eu faux, je suis vraiment désolé pour vous. Si vous avez eu juste, comment est-ce que vous avez fait pour les retenir? Et votre réponse va être, je me les suis répétés inlassablement dans la tête. Pourquoi est-ce que vous vous êtes répété ces nombres? La boucle phonologique stocke les informations pendant environ 2 secondes. À partir de 2 secondes, ça finit par s'estomper. Et donc, quand on a besoin de se rappeler quelque chose, on se le répète toutes les 2 secondes afin que ça revienne à chaque fois dans la boucle. Ensuite, il y a le calepin visuo-spatial qui vous donne accès à une mémoire visuelle, qui va vous permettre de stocker des images dans votre mémoire vive. Et pour montrer comment ça marche, je vais tenter une autre expérience, vous allez voir, c'est très sympa. Vous allez me dire de quelle façon je suis habillé. Si vous avez été capable de répondre à cette question, c'est tout simplement parce que dans votre cerveau, vous avez enregistré une image de moi. C'est exactement de la même manière que si je vous demandais de décrire un proche à vous, un de vos parents ou un ami, etc., physiquement, vous construiriez une image mentale de cette personne. Cette image mentale, elle irait dans votre calepin visuo-spatial. Et enfin, il y a l'administrateur central qui va récupérer ces données, qui va les gérer, qui va également faire appel à la mémoire à long terme si besoin est, pour reconstruire le souvenir dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et ensuite, il y a évidemment la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est le stockage durable des informations dans votre cerveau. C'est le disque dur de votre cerveau. Il existe 2 sortes de mémoire à long terme. La mémoire déclarative ou explicite et la mémoire non déclarative ou procédurale. La mémoire déclarative ou la mémoire explicite, c'est celle qui justement, comme son nom l'indique, fait appel explicitement, consciemment, à des informations que vous avez stockées. Par exemple, ça peut être de la connaissance. Si vous avez appris que 1515, c'est Marignan, c'est stocké dans votre mémoire à long terme. Mais il peut s'agir également d'informations sensorielles, si vous vous rappelez d'une odeur, d'une chanson. Notamment le fait de penser à une chanson active les mêmes zones du cerveau que celles qui sont actives quand vous écoutez cette chanson. Réellement. Ça, c'est dingue. Ensuite, il y a la mémoire procédurale. C'est la mémoire qu'on va appeler inconsciente. Celle qui fait par exemple que vous savez fermer vos lacets ou que vous savez faire du vélo, ou nager, etc. Toutes ces choses-là. Cette mémoire n'a pas besoin qu'on y fasse appel consciemment. C'est ce qui fait que par exemple vous êtes capable de rentrer depuis l'école jusqu'à chez vous, depuis votre bureau jusqu'à chez vous, enfin sur un trajet que vous avez l'habitude de faire, vous êtes capable de le faire de façon totalement inconsciente. Les conducteurs de voitures savent très bien de quoi je parle quand ils arrivent chez eux et qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient fait tout le trajet. Ça c'est de la mémoire procédurale. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a autant d'accidents sur les trajets qu'on prend couramment. Parce qu'on n'y prête aucune attention. Cette mémoire se situe en 3 endroits. Le cervelet d'abord, parce que c'est lui qui est responsable de la coordination et de la synchronisation
de l'ensemble du corps. Ensuite, il y a le noyau codé qui est responsable de l'enregistrement des gestes instinctifs. Et enfin, le pulaven, le putamen, le punamen, le puvalen, le putamen. Ça s'écrit comme ça, voilà. On va dire que ça s'appelle putamen, mais j'en sais rien. Ça se trouve, c'est putamin. Ça se trouve, c'est putamienne, je sais pas. Voilà. Qui lui est responsable de l'enregistrement des connaissances acquises. Quand vous apprenez à faire du vélo, c'est enregistré là. Voilà. Dans le putamen, enfin, vous avez compris. Et c'est l'entraînement et la répétition d'un geste qui fait que vous allez fabriquer physiquement des connexions afin de pouvoir effectuer ces gestes répétés sans y penser. Parce que répéter ces gestes sans y penser, ça veut dire que votre cerveau a besoin de moins d'énergie pour les effectuer. C'est pour ça qu'il crée des connexions physiques, afin que ce soit immédiat. C'est pour ça qu'un automatisme, il est très difficile de s'en défaire. Parlez à ceux qui se rongent les ongles ou à ceux qui fument des cigarettes. Et je parle de ça même si on oublie le côté addictif de la cigarette. Le simple fait de répéter le geste régulièrement, tous les jours, fait qu'au bout de plusieurs années, c'est un geste qui est absolument instinctif. Demandez à un fumeur s'il est conscient de chaque cigarette qu'il fume. Il est très courant pour un fumeur d'allumer une cigarette, de la fumer, de la terminer et au moment de l'écraser, de dire « mais je l'ai fumée celle-là ». Numéro 2, sur le bout de la langue. Ça c'est un truc qu'on a tous vécu, avoir quelque chose sur le bout de la langue, qui ne veut pas sortir de ça. Bon, la première chose qu'il faut en dire d'abord, c'est que la plupart du temps, ça marche très très bien. Quand on cherche un mot, on le trouve 99,9% du temps. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne le trouve pas, justement? Ce qui se passe, c'est que la mémoire de travail va aller chercher et mettre dans la boucle phonologique des mots qui sont en rapport avec le mot qu'on cherche. Alors ce sont des mots qui sont en rapport, soit qui ont le même champ sémantique, qui veulent à peu près dire la même chose, soit ce sont des mots qui ressemblent d'une certaine manière, qui commencent pareil ou qui ont le même genre de construction. Et ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir rempli la boucle phonologique de mots empêche le vrai mot qu'on cherche de se présenter. Et du coup, ça reste coincé sur le bout de la langue. À noter un truc psychologique qui est assez marrant. Il est très courant, lorsque vous avez un mot qui est coincé sur le bout de la langue, que les personnes qui sont avec vous bloquent exactement sur le même mot. Donc c'est quelque chose de contagieux, on va le dire comme ça, contagieux, comme de bâiller. Voilà. Si je parle de bâiller suffisamment longtemps que vous vous imaginez en train de bâiller, il y en a beaucoup derrière l'écran qui vont se mettre à bâiller. Voilà, je dis ça, je dis rien. Numéro 3, la voix intérieure. La voix intérieure, donc, c'est un phénomène que tout le monde expérimente constamment. C'est en fait quand vous réfléchissez, vous entendez une voix dans votre tête. Ce qui se passe, c'est que quand on réfléchit, des chercheurs ont montré que cette voix qu'on entend, en fait, elle active dans notre cerveau les mêmes zones que celles qui sont activées quand on entend réellement une voix qui vient de l'extérieur, avec nos oreilles. Et donc, ce que ça semble démontrer, c'est qu'en fait, le cerveau, quand on réfléchit, anticipe le son de notre propre voix si on prononçait ces mots à voix haute. Et donc, cette voix qu'on entend à l'intérieur, qui est notre propre voix, cette voix existe bel et bien. Autant qu'il est possible qu'elle existe. Pour nous. Numéro 4, la perception des visages. Donc ça, c'est un truc qui est typiquement humain, éventuellement aussi les primates. Mais bon, c'est l'être humain a une capacité qui est incroyable à percevoir des visages très très rapidement, en utilisant très très peu d'énergie. Et il est même capable de le faire parfois là où il n'y a absolument pas de visage à voir. C'est ce qui fait notamment qu'on est capable de reconnaître cette image-ci comme étant un visage, alors que si on est un peu honnête, c'est pas du tout un visage, c'est juste un rond avec 2 points et un trait. Pas du tout un visage, ça. Très très tôt, les enfants savent percevoir un visage. Ça ne veut pas dire qu'ils le reconnaissent, ça veut juste dire qu'ils voient que c'est un visage. Ils comprennent que c'est un visage, que c'est une personne. Tiens, je vais peut-être me poser là, moi. Donc pour percevoir un visage, le cerveau fait appel à 2 choses qui se trouvent dans l'unité de reconnaissance faciale. La première chose, c'est la reconnaissance formelle. Vraiment, il va reconnaître la forme d'un visage, l'écartement des yeux, la forme du nez, etc. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va reconnaître les parties mobiles du visage et il va intégrer et traiter la gestion de ces parties mobiles. Donc les yeux, la bouche, c'est ce qui va lui permettre de comprendre l'expression d'un visage et notamment comprendre si la personne est en colère, est contente, etc. Et assez clairement, si l'être humain est capable de faire ça, c'est pour être en mesure très rapidement de déterminer s'il y a un danger ou pas quand il est face à un autre être humain qu'il ne connaît pas nécessairement. Ça, c'est la perception des visages. À ce sujet, je vous invite à aller sur le compte Twitter de Faces in Things. Voilà, il y a le lien dans la description, où justement il montre des photos de choses dans lesquelles on voit immédiatement un visage. Enfin, plus ou moins immédiatement, mais la plupart du temps, c'est flippant.
Et il y a à ce sujet également une expérience qui est relativement célèbre dont a parlé Vsauce dans un de ses épisodes. Expérience qui a le bon goût à la fois d'être très simple à réaliser et d'être absolument frappante quand on le fait. On a juste besoin d'un miroir. L'idée est de mettre un miroir en biais devant un de vos yeux. Ce qui fait qu'avec un œil, vous voyez bien ce qui se passe devant. Et avec l'autre œil, puisque le miroir est en biais, vous voyez ce qui se passe sur le côté. Et quand vous tenez le miroir ainsi, si vous présentez votre main de façon à ce que l'œil qui est devant le miroir voit votre main, si vous ne bougez pas votre main, et que vous regardez devant, donc moi je regarde voilà, l'objectif de la caméra, la main va finir par disparaître. Je ne vais plus du tout y prêter attention. Mon cerveau va considérer que puisqu'il a deux informations différentes qui viennent des yeux, d'un côté ma main, de l'autre côté l'objectif de la caméra, il va considérer que l'objectif de la caméra est beaucoup plus intéressant que la main, qui ne bouge pas. Si toutefois je me mets à bouger la main, là d'un coup c'est l'objectif de la caméra qui va complètement disparaître et ne va rester que la main. Maintenant, la deuxième partie de cette expérience, c'est l'expérience qu'on appelle expérience du chat de Cheshire. Le chat de Cheshire, c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Vous allez très vite comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Dans la même configuration, vous avez le miroir devant votre œil, etc. Sauf qu'au lieu de regarder votre main via le miroir, vous demandez à un ami de se tenir si vous avez des amis. Si vous n'avez pas d'amis, je suis désolé pour vous. Vous pouvez essayer de le faire avec une photo, mais ça marche moins bien. Il faut le faire vraiment avec un ami. Ou avec un mec dont vous n'avez rien à battre, ça marche aussi. Mais voilà, faut trouver quelqu'un dont on n'a rien à battre et qu'on peut mettre à côté en lui disant vas-y fais ci, fais ça, c'est con. Il vaut mieux avoir un ami, c'est plus simple. Ou alors quelqu'un de curieux et puis vous pourrez lui passer le miroir après et il faudra jouer le jeu, vous le faites aussi. Et s'il n'a pas confiance, c'est lui qui commence, mais il faut que vous ayez confiance dans le fait que lui ensuite il doit faire. Voilà, vous avez compris. Maintenant avec un œil, vous regardez cette personne, vous lui demandez de ne pas bouger. Elle va commencer à s'estomper. Mais vous lui demandez de ne pas bouger en ayant les yeux bien ouverts et en souriant de façon à ce que ses dents soient visibles. Comme ça. Oui, je sais, c'est flippant. Mais c'est pour la science, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que la personne, si elle ne bouge pas mais qu'elle a les yeux ouverts et les dents visibles, cette personne va quand même disparaître, exactement comme la main qui ne bougeait pas. Sauf que ses yeux et sa bouche ne disparaîtront pas. Et donc vous verrez flotter quelque part dans votre vision deux yeux et une bouche. Et ça, c'est votre cerveau qui a besoin, puisqu'il a compris qu'il s'agissait d'une personne, de pouvoir suivre l'expression de cette personne, expression qui peut suivre grâce aux yeux et à la bouche, afin de déterminer rapidement si jamais il y a une modification d'expression, s'il y a danger ou pas. Et ça, c'est super badass. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est une gentille petite vipère, tout ça. Si, la tête triangulaire, c'est une vipère. Voilà. On va essayer de ne pas marcher dessus, ce serait quand même dommage. Pour notre pied. Donc ça, c'était la perception des visages qu'il ne faut absolument pas confondre avec numéro 5. La discrimination des visages. Oui, discrimination. Oui, je sais, c'est pas beau comme mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Une fois que votre cerveau a reconnu un visage, il a distingué qu'il y avait un visage quelque part, donc une fois que l'unité de reconnaissance faciale a fait son boulot, va intervenir la reconnaissance à proprement parler du visage, déterminer si le visage est connu et de qui il s'agit. Et ça, c'est un cas tout à fait frappant de ce qui se passe quand ça ne marche pas. Mais pour pouvoir dire ce qui se passe quand ça ne marche pas, il faut d'abord expliquer comment ça marche, quand ça marche. Donc d'après Ellis et Young, en fait, le processus de reconnaissance d'un visage se fait par deux voies parallèles. Tout ça, c'est après l'unité de reconnaissance faciale. La première voie, qui est la voie de reconnaissance formelle des traits du visage. Le cerveau va reconnaître l'écartement des yeux, le nez, tout ça, et va aller chercher dans ces informations stockées en mémoire à long terme de qui il s'agit. Il va chercher des images de cette personne, il va chercher la biographie de cette personne, il va chercher tout ce qu'il peut sur cette personne. Parallèlement à ça, on fait appel aussi à la reconnaissance affective de la personne, ce qui va vous permettre de retrouver le lien que vous avez avec cette personne. Si vous n'en avez pas avec cette personne, il n'y en aura pas ou pas beaucoup, ça dépend toujours du contexte, de qui vous la présente, dans quelles circonstances vous rencontrez cette personne. Mais s'il s'agit d'un proche, d'un parent, de votre conjoint, de vos enfants, etc., là, il y aura un lien affectif très fort. Et donc, puisqu'il y a deux voies parallèles pour la reconnaissance du visage, vous comprendrez aisément qu'il y a deux façons parallèles à ce que ça ne marche pas. La prosopagnosie, littéralement, ça veut dire la non-connaissance des visages. Prosopon, ça veut dire visage. Agnosie, ça veut dire pas de connaissance. La prosopagnosie, c'est quand la reconnaissance formelle d'un visage ne fonctionne pas. Et pourtant, la vue fonctionne très bien, tout arrive très bien. Une personne qui est atteinte de prosopagnosie est capable de décrire ce qu'elle voit. Mais elle ne fait pas le lien entre les traits d'un visage et une figure familière. Notamment, si elle voit ses parents, elle pourra les reconnaître à leur voix, éventuellement à leur posture, à leur façon de s'habiller. Mais elle ne reconnaîtra pas les traits de leur visage. Je n'ai absolument aucune méthode pour expliquer ça, puisque selon moi, ça fait partie des choses qui sont absolument inexplicables. Le syndrome de Capgras,
n'est pas moins inexplicable. Le syndrome de Capgras, c'est pile l'inverse, c'est la reconnaissance affective qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est triste. Dans le cas du syndrome de Capgras, la reconnaissance affective ne fonctionne pas, ce qui fait qu'une personne va reconnaître les visages, va reconnaître ses propres parents, va reconnaître ses propres enfants, sans ressentir absolument aucun lien affectif avec eux. Ça se traduit comment? En général, ça se traduit par le fait que ces personnes-là sont persuadées que leurs proches ont été remplacés par des sosies. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi d'ailleurs le délire des sosies de Capgras. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'un trouble psychologique, hein. Ça peut être lié directement à des lésions cérébrales. Voilà. En revanche, dans le genre trouble psychologique, là on a le ultimate, on a le super saiyan du Capgras, c'est le syndrome de Fregoli. Le syndrome de Fregoli, si vous voulez, il faut imaginer le syndrome de Capgras avec en plus une paranoïa aiguë. C'est-à-dire que le syndrome de Fregoli, c'est cette idée que toutes les personnes qu'on connaît ont été remplacées par des sosies, mais pas seulement. Que tous ces sosies sont en fait une seule et même personne qui se maquille et se déguise pour ressembler à tous nos proches. Donc ouais, là on dirait que je me moque un peu, mais Fregoli, je pense que c'est pas drôle, mais pas drôle du tout. Voilà. Numéro 6, le don de double vue, ce que les Anglais appellent le blind sight. Vous connaissez ces histoires donc des aveugles qui arrivent à reconnaître le fait qu'il y a des obstacles devant eux, qui savent dire s'il y a des personnes avec eux dans une pièce, ou qui savent même spontanément, instinctivement, sans même pouvoir vraiment expliquer comment, mais ils savent indiquer, on va dire, l'humeur des personnes qui sont devant elles. Savoir si elles sont en colère, si elles sont contentes, si elles ont peur, enfin ce genre de choses. En réalité, ce qui se passe quand on observe quelque chose avec nos yeux, il se passe deux choses. Une fois que l'information arrive dans le nerf optique, elle va aller jusqu'au lobe visuel primaire. C'est dans le lobe visuel primaire, donc qui est à l'arrière du cerveau, qu'elle va reconstituer les images pour en faire une seule image en relief, continu, etc. Elle fait ça très souvent, jusqu'à 90 fois par seconde. Donc c'est de la bonne caméra. Voilà. Mais avant d'arriver au cortex visuel primaire, ce qui se passe, c'est que l'image va d'abord être projetée sur le corriculus supérieur, qui est une partie inconsciente du cerveau, une partie à laquelle on ne fait pas appel consciemment. Et donc il y a des aveugles qui en fait ont une affection du cortex visuel primaire uniquement. Donc ils sont aveugles, hein, je veux dire, c'est pas un blocage psychologique, rien, ils sont réellement, légitimement aveugles. Mais pour autant, leurs yeux captent quand même la lumière qui provient de l'extérieur. Le nerf optique transmet quand même l'information jusqu'à l'arrière, et puis c'est au niveau de l'arrière du cerveau que ça ne marche pas. Ce qui fait que le corriculus supérieur reçoit bien les images. Et donc pour tout ce qui est inconscient, le cerveau est capable de capter des informations, notamment des informations d'obstacles, de dangers immédiats, notamment l'expression du visage de la personne qui est en face de nous, le fait de déterminer s'il y a plusieurs personnes. Alors évidemment, ce sont des personnes qui sont dans votre dos, qui ne font pas de bruit. Que vous soyez aveugle ou non, vous ne les sentirez pas. Mais une personne qui est face à vous et qui est très menaçante, une personne qui est aveugle uniquement à cause d'une affection du cortex visuel primaire, ressentira, sans même savoir pourquoi, qu'il y a un danger. Et c'est ça le don de double vue des aveugles, le fameux blind sight. Daredevil, quoi. Numéro 7, le déjà vu. Ah, et pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se demander pourquoi j'ai mis un t-shirt Rocky. C'est en fait pour symboliser les deux hémisphères du cerveau. Puisque donc Stallone et Mr. T ont chacun un seul... Non, je vais pas la faire. Le déjà vu, c'est un sujet qui a déjà largement été traité par Vsauce notamment, par Axolot qui en a parlé dans sa vidéo FAQ, par Axolot qui en a parlé dans sa vidéo FAQ, par Axolot qui en a parlé dans sa vidéo FAQ, par Axolot qui en a parlé dans sa vidéo FAQ. Et je vais vous en parler aussi parce que j'ai une hypothèse qui est un tout petit peu différente des hypothèses que eux ont présentées. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le déjà vu aujourd'hui, personne ne sait précisément ce que c'est. Tout d'abord parce que c'est très difficile de reproduire un déjà vu en laboratoire. Donc comme on l'a indiqué plus tôt, en fait, quand on voit quelque chose, l'image passe d'abord donc par les yeux, puis le nerf optique, puis ensuite ça se croise au niveau des hémisphères du cerveau, puis il y a une partie de l'image perçue par chaque œil qui va aller se répartir dans des hémisphères différents du cerveau. Ça passe par la vision inconsciente, puis par la vision consciente. Et il peut arriver qu'il y ait une désynchronisation. Normalement, l'image est censée arriver exactement en même temps derrière, se reconstituer en une seule image avec un relief, etc. Mais il peut arriver qu'il
qu'il y ait une désynchronisation. Ça, c'est l'hypothèse de base. Et dès lors qu'une telle désynchronisation peut exister, on peut se retrouver dans une situation où, en fait, le cerveau perçoit une image, puis perçoit la même image, mais pas en même temps avec une autre partie du cerveau. En général, c'est simplement avec l'autre hémisphère. Et le cerveau se retrouve confronté à une contradiction. Et ce qu'il faut bien comprendre sur le cerveau, c'est que le cerveau déteste les contradictions. Le cerveau n'aime pas les paradoxes, il n'aime pas les contradictions, il n'aime pas les conflits internes. Quand il est confronté à quelque chose comme ça, il va résoudre le problème lui-même, comme il peut, et avec les conséquences que ça aura, peu importe. Et donc, confronté à une désynchronisation, ce qui se passe, c'est que le cerveau va interpréter le fait que l'image arrive comme deux images, comme il devrait l'interpréter spontanément, c'est-à-dire que les deux images sont successives. Sauf que l'ensemble des autres sens lui dit que non, ces deux images ne sont pas successives. Elles sont censées arriver au même moment. Or, comme elles n'arrivent pas au même moment, le cerveau résout le paradoxe en disant « Ok, donc, une des deux images est un souvenir. » Et comme ce souvenir n'est pas logé dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire que c'est un vieux souvenir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à vivre une scène de façon certaine pour la première fois, en ayant le sentiment qu'on l'a déjà vécu il y a très longtemps. Le déjà vu. Il est important de noter que, comme c'est souvent le cas quand le cerveau résout un paradoxe comme il peut, la sensation en question, au bout de quelques minutes, il va gentiment la planquer sous un tapis, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Parce qu'en fait, ça ne pose de problème qu'à la mémoire immédiate. La mémoire à long terme, on n'a rien à carrer de savoir si on a eu deux images successives à la microseconde qui n'auraient pas dû être successives. Numéro 8, le vertige. Voilà un autre exemple où le cerveau n'aime pas du tout le paradoxe. Donc tout le monde n'est pas sujet au vertige, mais ceux qui sont sujets au vertige, ça se passe toujours de la même manière, c'est-à-dire que quand ils sont au bord d'un précipice ou d'un ravin, d'une falaise ou en haut d'une échelle ou quelque chose comme ça, d'abord qu'est-ce qu'ils foutent là? S'ils ont le vertige, ils n'ont rien à faire là. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont à ce moment-là la sensation qu'ils ont envie de sauter, qu'ils sont sur le point de sauter, ou alors que quelque chose les pousse. Et ça, c'est curieux. La contradiction est un peu différente. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est au bord d'un précipice, le cerveau crie panique. Il dit attention, danger, si on tombe dans le précipice, on meurt. Il y a un danger de mort. Et ça, le cerveau ne rigole pas avec le danger de mort. Mais d'un autre côté, le cerveau dit mais on ne tombe jamais spontanément. Voilà, il n'y a aucune raison de trébucher, je veux dire. Ça fait des années qu'on marche sans se casser la gueule, il n'y a aucune raison de tomber dans ce trou. Donc pourquoi est-ce que d'un coup, il y aurait un danger de mort et une panique extrême? Là, ce qui se passe, c'est pour les gens qui n'ont pas le vertige, la partie du cerveau qui est en panique va se calmer et se dire non, finalement, il n'y a pas de danger. Mais pour ceux qui ont le vertige, cette partie du cerveau va persister dans l'idée qu'il y a un danger immédiat et du coup est face à une contradiction. Où est le danger? Où est ce fameux danger immédiat pour sa propre vie? Et donc il va inventer ce danger. Et il va le faire de deux façons différentes. Soit il va vous dire, au fond, vous avez envie de sauter, et vous allez sauter. Soit il va vous dire, quelqu'un est derrière vous et vous pousse, ou est sur le point de vous pousser. Et c'est ça, le vertige. Numéro 9, l'agnosie. Et plus spécifiquement, l'héminégligence. Mais d'abord, l'agnosie, qu'est-ce que c'est? L'agnosie, c'est l'incapacité à reconnaître des stimuli extérieurs sans pour autant être privé de ces stimuli. Donc ça veut dire que les capteurs sensoriels marchent bien, on capte bien les sons, les images, les odeurs, tout, mais le traitement de l'information ne fonctionne pas. Il en existe plein de variantes, dont certaines sont très étranges. Par exemple, il y a bien sûr l'agnosie auditive, qui est le fait de ne rien entendre alors que pourtant les oreilles marchent bien, que tout le système fonctionne bien. C'est juste le traitement du son au niveau du cerveau, l'interprétation du son qui ne marche pas. Mais il y a également l'amusie. C'est le fait de pouvoir parfaitement entendre des sons, de pouvoir discuter avec des gens, entendre leur voix, tout se passe très bien, mais de ne pas reconnaître la musique. Alors je précise, il ne s'agit pas de dire je ne reconnais pas la musique, genre ah, je ne reconnais pas ce morceau, il est bien et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de mémoire. C'est une question de ne pas reconnaître la musique comme étant de la musique. Être incapable de différencier de la musique de bruit. C'est pas très amusant. Blague de merde. Et dans les différentes agnosies, il y a bien sûr les agnosies visuelles, parmi lesquelles l'héminégligence. Il existe plusieurs formes d'héminégligence. Le principe de l'héminégligence, c'est dire que visuellement, on ne va traiter que la moitié de l'information qu'on capte.
Le cas le plus simple d'héminégligence, c'est l'héminégligence attentionnelle, celle qui fait que on va tout simplement ne pas percevoir la moitié de ce qu'on regarde. Ça peut donner ça par exemple. Donc là tout va bien, la perception de l'image est correcte, hein. Les yeux fonctionnent bien, mais il n'y a que la moitié de l'image qui passe. Et ça, c'est pas normal. Mais il y a une forme d'héminégligence qui est absolument incroyable, c'est l'héminégligence centrée sur l'objet. Dans ce cas, on voit tout bien, sauf l'objet sur lequel on focalise son attention. Et c'est cet objet-là qui va être interprété comme héminégligent, c'est-à-dire qu'on va perdre la moitié de l'information. Par exemple, si vous êtes héminégligent et que vous concentrez votre attention sur moi, vous pouvez me voir de cette façon-là. Je précise que vous n'allez pas voir la moitié de mon corps remplacée par un voile noir, hein. Votre cerveau est capable de reboucher les trous comme il peut pour que vous ayez à peu près conscience qu'il ne manque rien. Ceci étant, on pourrait s'attendre à ce que si je me tourne, il se passe la chose suivante. Hein, ce qui est à peu près logique. Vous ne voyez pas le côté qui est sur votre gauche, donc vous ne voyez pas le côté qui est sur votre gauche. C'est logique. La réalité, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. La réalité, c'est que si vous êtes héminégligent, centré sur l'objet, votre cerveau est tellement badass qu'il est capable de lui-même corriger ce qu'il interprète de façon à ce que tout reste parfaitement homogène et que ça ait du sens. Pour peu qu'on puisse imaginer que ça ait du sens. Et donc, si vous êtes héminégligent, centré sur l'objet et que vous me regardez comme ça, donc là, voilà, il y a une partie qui disparaît. Et si je me retourne, c'est la même partie qui a disparu. Hein, celle qui est là-bas. Et donc, du coup, vous voyez maintenant bien ce que vous ne voyiez pas tout à l'heure. Mais votre cerveau reconnaît bien la partie qu'il avait déjà vue avant. Ce qui est une preuve qu'en fait, au niveau des yeux, tout marche bien. C'est vraiment au niveau du traitement de l'information qu'il y a un problème. Numéro 10, la secousse hypnique. Ça, on l'a tous vécu au moins une fois. Vous savez, c'est quand vous êtes en train de vous endormir et que d'un coup, vous avez l'impression de tomber violemment et que vous êtes pris d'un énorme spasme qui vous réveille, mais comme rien ne vous réveille jamais. Secousse hypnique. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant que vous vous endormez trop vite en fait. Vous vous endormez profondément, très vite, sans passer par toutes les étapes classiques d'endormissement, comme chaque fois que vous vous endormez normalement. Et votre cerveau doute. Il ne sait plus tellement si vous êtes en train de vous endormir, auquel cas c'est un peu trop rapide, ou si vous êtes en train de mourir. Du coup, dans le doute, au cas où vous seriez en train de mourir, il vous envoie une bonne grosse décharge dans tous les muscles pour vous réveiller. La secousse hypnique. La secousse hypnique fait partie de ces expériences qu'on peut avoir à l'endormissement ou au réveil. Et notamment, c'est de la même famille que la fameuse paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, je ne vais pas tellement en parler parce que c'est un poil compliqué ce qui se passe, hein, mais on peut en dire 2-3 mots quand même. La paralysie du sommeil, c'est quand vous êtes en fait, au niveau de votre corps, vous êtes encore en plein sommeil paradoxal. Donc il y a une atonie musculaire, hein, donc tous vos muscles sont endormis. C'est ce qui fait que quand vous dormez d'un sommeil paradoxal, vous ne pouvez pas vous lever et marcher. C'est pas possible. Sauf que vous êtes en train de vous réveiller. Et donc en gros, votre cerveau est réveillé, vous êtes conscient d'être réveillé, vous avez repris conscience. Mais vous êtes encore en sommeil paradoxal, donc votre corps ne répond pas. Ce qui fait que vous êtes parfaitement paralysé. Et ça, comme c'est l'usage, votre cerveau ne sait absolument pas quoi en foutre. Votre cerveau ne comprend pas pourquoi vous êtes réveillé et que plus rien ne fonctionne. Donc du coup, il va essayer de résoudre le problème tout seul. Et parfois, il va aller jusqu'à imaginer qu'en fait, c'est parce qu'il est un être humanoïde, posé sur vous, qui vous empêche de bouger. Et c'est un truc qui a été expérimenté au moins une fois par 25 ou 30% de la population. À savoir qu'il y a des personnes qui souffrent de ça chroniquement. Genre régulièrement, quand ils se réveillent, il y a un monstre qui vient s'asseoir sur leur torse pour les empêcher de bouger. Pendant 5, 10, 15 secondes. Inutile de vous dire que pour eux, aller se coucher, c'est un cauchemar. Sur ce sujet de la paralysie du sommeil, je vous invite à aller regarder un article, j'ai mis le lien dans la description sur le blog d'Axolot, hein, qui en parle. Bon, sur ce, moi j'allais piquer une tête, hein, donc d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Hein, vous avez vu ? Sympa.